Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la nouvelle méthode de simulation de variables aléatoires, continues et discrètes. C'est la méthode d'acceptation et rejet. Jusqu'à maintenant, nous avons vu la première méthode qui est la méthode d'inverse. C'est la méthode qui repose sur l'inversion de la fonction de répartition de la variable qu'on veut générer, soit dans le cas continu et dans le cas discret, on a vu qu'on utilise la fonction phi de u, bien sûr. Le point commun entre les deux méthodes, soit pour les variables aléatoires continues et discrètes, c'est la génération des variables qui sont uniformément distribuées dans l'intervalle 0,1. Pardon. La motivation derrière cette nouvelle méthode qui s'appelle méthode d'acceptation-rejet, c'est que la plupart des fonctions de répartition n'ont pas d'inverse connue. Et pour pouvoir appliquer la méthode d'inverse, nous avons besoin de calculer l'inverse de la fonction de répartition. Donc, il est nécessaire de développer d'autres algorithmes qui est plus efficaces et qui est moins coûteux en termes de calcul et qui remontent le problème de la difficulté de trouver l'inverse pour la fonction de répartition. À titre d'exemple, nous avons vu qu'il n'existe pas d'inverse analytique pour la loi normale en général, et la méthode qu'on a utilisée sur Excel n'est rien qu'une approximation de cette fonction. On va commencer le cas de l'acceptation-rejet pour les variables qui sont continues. Un principe que vous devez comprendre, c'est que lorsque je suis en train de simuler une variable aléatoire qui suit une certaine loi, par exemple dans le cas continu, je suis en train de simuler des points qui se situent sous la courbe de cette fonction. Par définition, tout point qui se situe sous la courbe de densité de la fonction, de densité de la loi d'une variable aléatoire x, il suit la même loi, parce que la densité représente la concentration des points. Par exemple, ce point-là qui est sous la courbe, il appartient à la même loi définie par la fonction de densité f. Rappelez-vous qu'on a défini la loi continue par la fonction de répartition et par la fonction densité. Dans la méthode d'inverse, nous avons utilisé la fonction de répartition, mais ici, nous avons besoin de comprendre le principe de génération de ces points. Remarquons qu'à chaque fois que je choisis un point sur cette courbe, je suis en train de générer des observations qui suivent la loi définie par la fonction f. Maintenant, on va supposer qu'on a f une densité qui a une fonction de répartition et on ne peut pas inverser cette fonction de répartition. Et en même temps, on a une autre densité autre que g qui est facile à simuler. C'est-à-dire on a deux densités. La première densité f avec une fonction de répartition grand F. Et nous avons une autre densité. Par exemple, la nouvelle densité, on connaît comment inverser et on connaît comment simuler des variables suivant cette loi. Et nous, le but, c'est bien sûr générer des observations de f. La méthode d'acceptation-rejet simule des observations mg de x et elle accepte seulement ceux qui sont sous la courbe de f de x. C'est-à-dire, on a f, on veut générer des observations de f, mais on ne peut pas inverser la fonction de répartition. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une autre distribution de probabilité de fonction densité g de x. Et cette fois-ci, g de x est facile à inverser et on peut la simuler. Je parle de la fonction de répartition, bien sûr. Une illustration graphique va vous aider à comprendre. Supposons que j'ai f de x, c'est ça la fonction de densité que je veux générer. Je veux générer des variables aléatoires continues qui suivent cette densité ou qui suivent la loi qui est définie par cette densité. Mais je ne connais pas comment inverser la fonction de répartition f majuscule. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai une autre fonction g de x. Vous remarquez que g de x est présenté en vert et f de x est présenté en bleu. Pour la fonction g de x, je connais très bien comment simuler des observations, soit à l'aide de la méthode d'inverse ou d'une autre méthode. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Remarquez ici que la courbe de g de x se situe sous la courbe de f de x. Pour pouvoir simuler sous g de x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier les valeurs de g de x par une constante positive m. Comme ça,
la courbe va monter un peu plus haut et elle va couvrir la courbe de f de x. Voilà f de x et mg de x. Parfois, on appelle mg de x l'enveloppe de f de x pour la raison que cette enveloppe, elle couvre la fonction f de x. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer des observations sous g de x. Revenons au diapo précédent. Ici, on va générer des observations qui sont sous gx et on va accepter seulement qui sont aussi sous f de x. L'algorithme illustré ici. Alors, les points qu'on va générer dans la partie où il y a la flèche sont rejetés. Et les points qui sont sous la courbe f de x sont acceptés. Alors, ces 4 points-là, je les générais et ils sont rejetés parce qu'ils sont sur la courbe de f de x. Et les autres points, les 4 autres points que j'ai générés, ils sont sous la courbe de f de x. Alors ici, j'ai le droit de les garder ou de les accepter. Et je continue l'opération. Bien sûr, tous ces points sont générés qui suivent la répartition ou la fonction de densité de g de x. Et je continue jusqu'à avoir suffisamment de points pour pouvoir finir l'algorithme. Alors, l'expression analytique de l'algorithme, c'est l'algorithme d'acceptation-rejet. Pour générer des observations qui suivent f de x, ici, je génère xi qui suit la distribution associée à g de x. Comme illustré ici, les points que j'ai générés sont tous, ils suivent tous la distribution définie par g de x. Après, je génère des points qui appartiennent à l'intervalle 0, 1. Et puis, je fais un test logique. Si u est inférieur à f de x, alors le x que j'ai généré dans la première étape, sur m fois g de x, aussi le x que j'ai généré dans la première étape, on accepte xi. Et si u est inférieur à cette quantité, on revient vers 1, c'est-à-dire on va rejeter ce point. Pourquoi on choisit u qui appartient à l'intervalle 0, 1? La condition logique présentée dans 3 est équivalente à dire que x ou le point x est sous la courbe de f de x. On peut même démontrer ça, mais le principe est simple. Donc, ce que vous devez comprendre, on prend la courbe de g de x, on génère deux points sous g de x et on garde seulement ceux qui sont aussi sous f de x. L'inconvénient, comme toute méthode ou comme tout algorithme, on peut trouver des points faibles ou des difficultés. Parfois, on a la difficulté de simuler des observations par la densité g de x, c'est-à-dire on dispose d'une densité g de x, mais il est difficile de générer des observations. Il existe également la difficulté de choisir la constante m, qui doit être la plus proche possible à 1. Pourquoi? Parce que la probabilité d'accepter un point est égale à 1 sur m. Si vous choisissez une valeur élevée de m, alors qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver une probabilité, oui, si vous choisissez une valeur de m qui est trop grande, vous allez diminuer la probabilité d'accepter un point. Graphiquement, ça peut se voir. Donc, si on choisit m qui a une valeur trop grande, la courbe de g de x va s'éloigner beaucoup plus haut que la fonction f de x et la région des points qu'on va rejeter sera beaucoup plus grande que la région de points qu'on va accepter et l'algorithme va prendre beaucoup de temps pour converger. Maintenant, dans la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, supposons qu'on a la valeur maximale de f de x est atteinte dans la valeur m étoile, c'est-à-dire m étoile, c'est le maximum de f de x. On peut voir ça graphiquement, c'est le point qui est le plus haut dans la courbe. Alors, le choix est évident, mais qui n'est pas toujours efficace. On choisit m est égal à m étoile et on choisit g de x comme étant la fonction de répartition de la loi uniforme de paramètres 0 et 1, parce que g de x est égal à 1. C'est-à-dire, c'est une droite qui passe par 1 et qui est parallèle à l'axe des x. Lorsqu'on multiplie cette droite par m étoile, on va couvrir ou on va créer une enveloppe qui se situe au-dessus
de la courbe de f de x et on commence à générer des observations. Il est très facile de générer des observations qui suivent la loi de g de x. C'est tout simplement le fait de choisir des nombres qui sont dans l'intervalle 0,1. Voilà un petit exemple. Je vais essayer d'illustrer cet exemple avec vous sur Excel. Alors, nous allons utiliser la méthode d'acceptation-rejet pour générer des observations de la loi bêta de 2. Alors, la loi bêta de 2, elle est définie sur l'intervalle 0,1. La fonction de densité est égale à 6x fois 1 moins x. Et voilà la courbe de cette fonction. Remarquons que la fonction atteint son maximum dans le point 0,1, 1,5. C'est-à-dire m étoile dont on a parlé ici est égal à 1,5. Voici sa courbe. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une droite qui est égale à y est égale à 1,5 qui va couvrir la fonction et qui va créer l'enveloppe dont on a parlé. Et on va commencer à générer des observations sur cette courbe et au fur et à mesure, on accepte ce qui se situe aussi sous la courbe de f de x selon la troisième condition dont on a parlé dans la troisième étape de l'algorithme. Et voilà l'expression de l'algorithme dans ce cas-là pour la génération d'une variable qui suit la loi bêta de 2. On commence par générer x dans l'intervalle 0,1 qui suit la loi qui a la densité g de x est égale à 1. Alors g de x ici est égal à 1. Pardon, il s'agit de la loi uniforme standard. Puis on génère u dans l'intervalle 0,1 et on effectue le test. Si la valeur de u est inférieure à f de x sur 1,5 fois g de x, c'est-à-dire on a remplacé ici dans la troisième étape, vous voyez que f de x sur mg de x. Ici m est égal à 1,5 et g de x est égal à 1. Donc c'est tout simplement f de x divisé par 1,5. Si u est inférieur à cette valeur, on accepte le point x comme étant un point qui suit la distribution bêta de 2. Alors ce sont les paramètres de la loi bêta. Sinon, on revient vers le point 1 et on s'arrête lorsqu'on a le nombre de points qui va suffire pour notre génération des variables. On va essayer d'appliquer cet exemple sur Excel. On veut générer une variable aléatoire ou un ensemble d'observations d'une variable aléatoire qui suit la loi bêta définie par la fonction suivante. Voici l'algorithme qu'on va faire. La première chose, c'est générer x dans l'intervalle 0,1. Données, utilitaire d'analyse, génération de nombres aléatoires. On choisit uniforme entre 0 et 1. Pour la place de sortie, je vais choisir A2. Nombre d'échantillons générés, je vais générer par exemple 200. Puis, on a généré x, alors on doit générer u, aussi dans l'intervalle 0,1 par la même quantité. Choisis celle-là. Voilà, j'ai généré x et y, x et u. Maintenant, je suis dans la troisième étape. On va créer la condition. On accepte x si u est inférieur à f de x sur 1,5 fois g de x qui est égal à 1. Alors, on va accepter x si u est inférieur à f de x sur 1,5. On va d'abord calculer f de x divisé par 1,5. C'est la fonction, on a dit que c'est 6x fois 1 moins x. 6 fois x fois 1 moins x. Revenir vers la formule. Je vais créer des parenthèses et je vais diviser par 1,5. Maintenant, je vais glisser en bas et ce qu'il me reste, c'est une case où je vais avoir la décision que je vais prendre pour chaque observation, accepter ou rejeter.
La condition est très simple. Si U est inférieur à f de x sur 1,5, on va accepter x, c'est-à-dire on va écrire la valeur de x. Sinon, il doit écrire rejeté pour distinguer entre les valeurs que j'ai acceptées et les valeurs que j'ai rejetées. Ici, on doit avoir ça, oui, entrée. Voilà, donc il a accepté la première valeur. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer qu'elle est inférieure à cette valeur. Cette valeur est également inférieure à celle-là, ça sera accepté. Voilà, cette valeur est rejetée. Pourquoi? Donc il l'a rejetée parce que le U, pardon, je suis en train de comparer le U avec f de x sur 1,5 et non pas le x. En comparaison des restes d'observation, voilà ma décision. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois éliminer, je dois seulement garder ceux qui contiennent des nombres. Alors, je sélectionne la case, je vais vers filtrer et je coche sélectionner tout et je laisse seulement les rejeter. Après cette étape, je supprime, je clique sur le clavier sur supprimer et voilà, j'ai gardé seulement les observations. Et je vais les copier, je vais venir ici et option de collage, je clique ça parce qu'il va coller seulement les nombres. Et ici, je clique sur AZ trier. Et voilà les observations qu'on a acceptées. Pour assurer que les points sont tous sous la courbe de la fonction bêta de paramètre de 2, on va essayer de tracer l'approximation de densité comme on a vu avant. Ici, je vais calculer le min de cette case pour créer les classes. Ici, je vais créer le max. Alors, les classes vont commencer de 0. Ça plus 1. Ça égale à ça plus 0,1. Je veux m'arrêter jusqu'à avoir 1. Maintenant, pour les fréquences, je sélectionne cette partie-là. Et dans la partie des fonctions, j'écris fréquence. Je coche cette table ou la case où j'ai gardé mes observations. J'ai choisi, qui sont acceptées plutôt. Et ici, je coche les classes et je clique CTRL SHIFT Entrée. Voilà mes classes et pour pouvoir les visualiser, pour visualiser s'ils ressemblent à une courbe de bêta, je fais comme ça. Et voilà, donc, on peut voir que ça ressemble à une courbe de bêta approximativement. Donc, la méthode de génération d'acceptation-rejet a marché sans aucun problème. Maintenant, on va aborder le cas où on veut générer des variables aléatoires qui suivent des lois discrètes. L'algorithme d'acceptation-rejet pour générer des variables discrètes est similaire à celui qui génère les variables continues. Au lieu d'avoir une densité, ici on a la probabilité de xk est égale à k est égale à pi. Avec i allant de 0 à 1, parfois c'est fini comme des lois comme la loi binomiale et parfois c'est infini comme la loi de Poisson ou la loi géométrique. Nous avons également une deuxième variable. Ici, donc remarquez bien que la première variable x, c'est la variable qu'on veut générer, qui suit la loi définie par les probabilités PI. Et on a une autre variable y qui suit une loi qui est différente, qu'on va représenter ces probabilités par QI. On va utiliser cette deuxième loi de y pour générer des variables ou des observations qui suivent la loi de x. On va supposer ici qu'il existe une constante telle que PI est inférieur ou égal à CQI, c'est-à-dire CQI majore les probabilités de x. L'algorithme dans ce cas devient, on génère x est égal à i, qui suit la loi définie par q. On va utiliser la loi de q qui est la loi de y pour générer des observations. On génère x est égal à i,
I allant de 0 jusqu'à plus l'infini, ça peut être n'importe quel nombre entier. Et on génère U dans l'intervalle 0,1 et on applique la condition. On accepte X si U est inférieur à PI sur CQI. C'est le même principe. Sauf dans le cas continu, on a accepté U lorsque f de x, lorsque U est inférieur à f de x sur m g de x. Ici, on a remplacé f par pi et g par q. C'est la fonction qu'on va utiliser ou l'expression de probabilité qu'on va utiliser pour générer la variable y et fois une constante c. Maintenant, la question qui se pose est la valeur de cette constante c. On doit choisir c de manière à assurer que c fois qu est toujours supérieur à pi, quel que soit i. Prenons cet exemple où x est une variable aléatoire discrète qui suit la loi suivante. Cette variable aléatoire peut prendre 4 valeurs, 1, 2, 3 et 4, et sous chaque valeur dans la table, nous avons la probabilité d'apparition. On va utiliser la distribution uniforme pour générer y, c'est-à-dire les QI qu'on a défini ici, ça sera tout simplement 1 sur n. Pour raison de simplification et de ne pas compliquer les choses, pour n est égal à 4 cette fois-ci, et k allant de 1 jusqu'à 4, la proba de yk est égal à k sera égale à 0,25. Maintenant, pour la constante c, elle est toujours égale au maximum de pj sur qj. Dans cet exemple, c est égal à 2,2. Comme ça, on va assurer que toujours la probabilité PI, c'est-à-dire les nombres 0,15, 0,15 et encore une fois 0,15 et 0,55 seront toujours inférieurs à 2,2 multiplié par 0,25 qui est QI. Alors l'algorithme, on commence par générer x est égal à j qui suit la loi présentée dans le tableau précédent. On génère u entre 0 et 1 et on accepte x si u est inférieur ou égal à pj sur cqj. Maintenant, on a une itération en détail. On génère y est égal à 2. Là, x doit suivre la loi présentée. Normalement, x ça doit suivre la loi qu'on va utiliser pour générer, c'est-à-dire la loi uniforme. Y est égal à 2. U est égal à 0,1. On calcule P2 sur CQ2, c'est 0,27. Et puisque U est inférieur à 0,27, on va accepter X comme étant une observation qu'on va accepter. Et si c'était le contraire, on va le rejeter. Comme dans le cas où on a choisi l'enveloppe toujours étant la fonction de répartition de la loi uniforme standard, multiplié par le maximum de la fonction f de x, on va choisir ici toujours QI ou la probabilité alternative qu'on va utiliser comme étant celle de la loi uniforme. Nous allons appliquer cet algorithme sur Excel. On va commencer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va générer la variable y qui suit la loi uniforme qu'on a précédemment définie. La probabilité de yi est égale à k égale à 0,25 et k varie de 1 jusqu'à 4. C'est-à-dire on va choisir un nombre de 1, 2, 3, 4 avec une probabilité de chaque nombre étant 0,25. On va utiliser la méthode d'inverse pour celle-là. Après, on va générer i entre 0 et 1 et on va accepter x comme étant une nouvelle observation, c'est-à-dire cet y-là qu'on a généré, si la condition elle est vérifiée. La première chose qu'on fait ici, c'est d'écrire les QI. Quels sont les QI? Ce sont les probabilités définies par... on commence par les PI. C'est mieux de commencer par les PI. Ce sont les probabilités définies par la variable x qu'on veut générer. Nous avons 3, 0,15 et 0,55. 0,15 et 0,55. Ici, c'est PI, c'est-à-dire la probabilité qu'on va utiliser pour générer. Elle est égale à 0,25, quel que soit K,
alors on va écrire 0,25 4 fois. Pour pouvoir générer une observation Y qui suit cette loi, on a besoin de la fonction phi de I ou phi de U pour la loi uniforme 1 sur 4. Donc, c'est 0,25. On écrit le cumul comme on a fait avant. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On doit calculer la constante C pour la condition. Et on a dit que C, c'est le maximum de PI sur de PJ sur QJ. Ici, on va calculer PI sur QI pour toutes les possibilités. PI divisé par QI. Le maximum, c'est 2,2. On met ici la valeur de la constante C, c'est 2,2. Après, maintenant, il nous reste de générer Y. Pour générer Y, on va commencer toujours par générer U1, qui est une observation ou une variable qui suit la loi uniforme entre 0 et 1. Maintenant, on va écrire la condition. Si cette valeur est inférieure à 0,25, il va donner la première valeur 1. Et si cette valeur est inférieure à 0,5, il va donner 2. Et si cette valeur est inférieure à 0,75, il va donner 3. Sinon, il va donner la dernière valeur qui est égale à 4. Comme ça, on a généré Y. Donc, voici la première étape qu'on a fini. On a généré Y. Après, on doit mettre à côté de chaque valeur ici, la valeur PI associée. Revenons à cette table pour comprendre ce qu'on va faire. Par exemple, ici nous avons 1, à côté on doit avoir 0,15. Ici nous avons par exemple 4, on doit avoir à côté 0,55. Pourquoi? Parce que pour calculer la valeur de PJ sur QJ, sur CQJ, il faut que le PJ est choisi selon la valeur de Y. Si la valeur de Y est égale à J, on choisit QJ. Vous allez mieux comprendre avec l'application. Ici, c'est le PI associé. Si cette valeur de Y est égale à 1, alors la probabilité associée, c'est 0,15. Si cette valeur est égale à 2, on associe 0,15. Et si cette valeur est égale à 3, on associe 0,15. Sinon, on associe 0,55 qui est la dernière probabilité. Comme ça, maintenant, on peut calculer la valeur de PI sur C fois QI. Celle-là est égale à au PI associé divisé par 2,2 multiplié par QI qui est constante égale à 0,25 pour toutes les valeurs. On ferme la parenthèse et voilà, on a calculé ces valeurs. On glisse en bas. Maintenant qu'on a calculé ça, il faut créer U pour la condition. Ici, c'est U. Juste pour distinguer ça, c'est U2. La plage de sortie sera celle-là. Maintenant, il nous reste de créer la condition pour refuser ou rejeter la variable. Ici, rejet ou acceptation. La condition, si ce U2 qu'on a généré est inférieur à cette valeur qu'on a calculée, on va accepter cette observation. Sinon, on va écrire rejet.
Il a rejeté la première valeur. Voici donc il commence à accepter quelques valeurs. La même méthode qu'on a utilisée dans le cas continu, on va filtrer ces observations. On va désélectionner toutes les catégories et on va choisir rejet. On clique sur supprimer et voilà, on copie ça. Ici, on vient ici, on colle les valeurs et on les trie d'un ordre décroissant. Voilà les valeurs qu'on a acceptées. Donc, cette case O comporte les observations qu'on a générées à l'aide de la méthode acceptation-rejet pour la variable x qui suit cette loi. Donc, essayez de suivre l'ordre. Donc, vous commencez avec PI, QI. PI, c'est la probabilité qu'on veut générer. QI, c'est la probabilité qu'on va utiliser, qui sera toujours la loi uniforme de paramètre 1 sur n. Le n ici, c'est 4, donc c'est 1 sur 4 est égal à 0,25. Le phi est nécessaire pour pouvoir générer y. Et PI sur QI, on les calcule pour déduire C qui est égal au maximum de PI sur QJ. Ici, on a généré X, c'est-à-dire on a effectué la première étape de l'algorithme. Après, on écrit à côté de chaque Y la probabilité associée. Ici, on a 4, donc on va avoir, selon la table, pour 1, on doit avoir 0,15. Par exemple, ici, pour 4, on doit avoir 0,25. C'est ça ce qu'on a fait ici. Après, on passe à l'étape, ou à la troisième étape, où on génère U pour effectuer la condition. C'est U2 et on calcule cette valeur. Et ici, on accepte et on rejette selon si la valeur de U2 est inférieure à PI sur C étoile QI. Vous allez trouver joint à cette vidéo et au PPT du TP. La deuxième feuille du TP en relation avec l'acceptation rejet. Essayez de la résoudre chez vous. On va la corriger la semaine prochaine. Merci.